Donc, mes référents théoriques et épistémologiques. Alors, déjà, vous dire que j'ai été interpellée, Catherine a dit que je pratiquais la recherche collaborative, c'est parce que, comme d'autres chercheurs et chercheuses, je suis interpellée depuis le début de mes études par ces rapports entre recherche et pratique professionnelle. J'ai lu beaucoup sur le fossé qu'il y a entre recherche et pratique professionnelle et j'en ai eu l'expérience aussi. Donc, quand j'ai fait ma thèse, la première journée sur le terrain, il y a des enseignants qui m'ont dit si c'est pas pratique ce que tu nous proposes, eh bien tu peux retourner à l'université, comme on le dit au Québec, pelleter des nuages. Donc voulant ce que ça a illustré en fait, c'est justement ce fossé qui peut parfois se creuser entre la pratique professionnelle et la recherche. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en ont traité. D'ailleurs, nos collègues francophones ont été particulièrement productifs sur ce plan, les collègues européens francophones, où ils ont mis les écarts entre les savoirs dits théoriques et ceux dits pratiques. On a aussi décrié la perspective applicationniste qui a été jusqu'aux années 80 probablement presque la seule et unique perspective, sauf peut-être dans les années 60 en Amérique du Sud où il y a des recherches-actions qui ont émergé à la faveur d'un contexte social très difficile. Et donc, il y a été question beaucoup des conflits de savoir. Et il y a Catherine qui a mentionné Schoen tout à l'heure, Schoen dont le livre Le praticien réflexif a vraiment provoqué une sorte de révolution épistémologique, paradigmatique. Il a proposé une épistémologie de la pratique et son livre a eu des répercussions dans de très nombreux domaines. Alors, ce que Schoen nous a proposé de concevoir, c'est que dans l'expérience, les praticiens, praticiennes, les professionnels construisent du savoir au fil des conversations réflexives qu'ils entretiennent en rencontrant des situations inusitées pour lesquelles ils n'ont pas déjà dans leur bagage d'expérience une solution faite sur mesure. Alors, en réfléchissant à cette situation nouvelle, problématique, en mobilisant leur répertoire de pratique, ils vont arriver finalement à traiter ces situations et une fois traitées, ces situations viennent à faire partie de leur répertoire de pratique. Alors, c'est un peu son modèle du praticien réflexif et de la manière dont il construit son savoir d'action ou d'expérience. Et bien sûr, Schoen a eu des emprunts théoriques, des influences à Dewey qui bien avant avait sur le plan plus théorique proposé qu'on apprend sur le tas, c'est-à-dire en faisant, on développe des savoirs spécifiques et transversaux en solutionnant des problèmes pratiques. Alors, bien que j'ai trouvé très intéressante cette perspective, néanmoins, j'ai un problème avec la perspective de Schoen qui me semble être très rationaliste et individualiste. Alors, rationaliste parce que c'est comme si les professionnels, par exemple, dans mon cas, souvent j'enquête avec des enseignants sur des situations relatives à l'enseignement. Donc, c'est comme si les enseignants, par exemple, sont constamment en train de réfléchir dans l'action et sur l'action, alors que moi, je prétends qu'il y a des gestes un peu plus automatisés, il y a des choses qu'ils font par intuition. Donc, ils ne sont pas constamment en train de réfléchir à l'action qu'ils conduisent. Et ma plus grande critique, c'est l'aspect plus individualiste du modèle de Schoen, c'est-à-dire que le praticien ou le professionnel réfléchit à ces situations
mais le rôle d'autrui dans la construction de son savoir d'expérience est très minime. Autrui est quasi absent dans cette dynamique de construction du savoir. Donc, je préfère cette vision interactionniste des savoirs professionnels qui nous a été proposée par certains auteurs, dont Bazanger, et j'ai aussi contribué à cette vision interactionniste du savoir professionnel. Alors, pour le dire simplement, si je reprends cette idée du professionnel qui réfléchit aux situations problématiques, en fait, moi, je propose de concevoir que il agit en fait toujours en fonction, bien sûr, de la manière dont il définit la situation problématique qui se présente à lui, mais il s'ajuste constamment aux autres au sein d'un ensemble de pratiques sociales qui va organiser l'activité professionnelle. Donc, si je reprends l'exemple des enseignants, par exemple, ils s'ajustent constamment aux élèves, mais aussi ils vont prendre en compte dans leur action les parents de ces élèves, leurs collègues, la directrice ou le directeur d'établissement, etc. Donc, toutes les personnes qui participent à la production de l'enseignement sont prises en compte, ou en tout cas le professionnel s'ajuste dans une écologie à partir des interactions qu'il a avec les membres de cette écologie professionnelle. Toujours dans cette idée de déplier cette vision interactionniste des savoirs professionnels, alors il s'agit de considérer à la suite de Becker en particulier que les façons de faire au sein d'un groupe professionnel qui se sont révélées viables avec le temps vont se cristalliser en habitudes, en réponses réciproques régularisées, en manière commune d'interpréter les situations professionnelles et donc d'agir pour traiter les situations jugées problématiques. Et selon Becker, ce sont les savoirs du groupe. Parfois, il en parle en termes de convention professionnelle ou de compréhension partagée. Donc, des habitudes qui se révèlent fécondes. Et bien sûr, ces habitudes peuvent évoluer, mais elles ont habituellement un impact assez important sur l'activité professionnelle et perdurent dans le temps. Ces savoirs de tout groupe professionnel sont appris par socialisation et par la simple participation aux activités quotidiennes au travers, bien sûr, des pratiques discursives et des artefacts produits. Alors, par exemple, les stagiaires en enseignement, quand ils vont faire des stages, ils vont être socialisés à certains aspects de la culture professionnelle et donc vont être initiés au savoir du groupe en enseignant par les rétroactions du maître ou de l'enseignant qui les accueille dans leur classe, mais aussi en participant à différentes activités formelles et informelles. Pensons seulement à la salle des enseignants où à l'heure du dîner, souvent les enseignants parlent de leur quotidien, de ce qu'ils vivent en classe, et donc les stagiaires vont apprendre aussi de ces moments plus informels et vont graduellement intérioriser ces habitudes et ces manières d'interagir les uns avec les autres qui sont jugés légitimes au sein de leur groupe professionnel. Cette conception interactionniste des savoirs professionnels, ce qu'elle a de particulier et qui se distingue de plusieurs autres conceptions, c'est que elle ne s'ancre pas du tout à une vision substantialiste des savoirs professionnels. Les savoirs professionnels, en d'autres mots, ne sont pas des choses qui se transmettent telles quelles. Elles sont plutôt des ressources mobilisées. Ils sont plutôt, des ressources mobilisées en action
dont la transformation est constamment négociée au cœur des interactions quotidiennes dans l'ensemble de ces interactions, dans l'ensemble de l'écologie professionnelle. Alors, par exemple, les enseignants avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années me disaient nous, on n'a pas besoin de donner des examens aux élèves parce que on sait très bien ce qu'ils savent, on connaît leurs défis, etc. Mais il faut quand même en faire parce que ça permet aux parents de comprendre où se situe leur élève, eux-mêmes ayant vécu des examens dans leur jeunesse. C'est comme une façon de bien se comprendre. Et donc, ils avaient toutes sortes de raisons pour lesquelles ils utilisaient les examens. Il y avait d'autres raisons également. Et donc, on voit bien que leur pratique, leur savoir-faire en matière d'évaluation des apprentissages des élèves était fortement négocié avec les parents, mais d'autres membres de leur écologie professionnelle également. Et bien sûr, tout ça évolue en fonction de ce qui se passe dans la société, donc pas nécessairement seulement dans leur monde professionnel, mais bien sûr, leurs pratiques sont constamment transformées et leur savoir-y-faire, que ce soit en matière d'évaluation ou en matière de gestion de classe, peu importe, il est constamment négocié comme ça au sein de leurs interactions. Alors, c'est ce que j'appelle une conception interactionniste des savoirs professionnels. Alors, ce que ça implique, si on veut, par rapport à ma conception des savoirs de terrain, je vous livre vraiment ma vision, c'est que pour moi, bien sûr, ils sont à construire. Je n'ai pas de modèle applicationniste. Donc, ils sont vraiment à construire avec les professionnels avec lesquels je travaille et ils peuvent être un moteur de la réflexion sur l'action. Les savoirs professionnels, selon ma vision, sont ceux qui sont opératoires, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent au sein de leur écologie professionnelle. Ils permettent aux personnes de se coordonner pour que le travail soit produit, qu'on parle de l'enseignement ou d'un autre travail. Donc, c'est vraiment une vision pragmatique des savoirs professionnels que j'endosse. Et cette vision-là me vient de la reconnaissance qu'ont les professionnels. Ils ont cette connaissance fine de leur terrain, des circonstances de leur action et une connaissance fine aussi là de tout cet ensemble de pratiques sociales dans lequel leur action s'inscrit. Alors donc, j'ai cette reconnaissance envers eux, ce qui fait que j'ai besoin d'eux. Mes propres connaissances sont insuffisantes. J'ai besoin de leur connaissance en contexte de cet objet de préoccupation mutuelle. Conséquemment, en recherche, ça veut dire pour moi d'essayer d'allier logique, intérêt et enjeux, les miens et ceux de ma communauté et les leurs et ceux de leur communauté. Donc, on essaie d'avoir une vision un peu complémentaire et on va voir tout à l'heure comment je m'y prends sur le plan méthodologique. Et donc, quand je propose une démarche à des enseignants, par exemple, je tente de mettre en interaction potentiellement féconde théorie pratique, action, réflexion, justement pour ne pas ajouter à ce fossé qui se creuse parfois entre ce qu'on fait à l'université et ce qui se passe sur le terrain. Aussi, l'autre conséquence pour la recherche, c'est vraiment me mettre dans une posture compréhensive. Et ce que ça veut dire, une posture compréhensive, c'est tenter de voir les choses avec le point de vue de ces professionnels. Donc, pour comprendre les significations qu'ont leur activité professionnelle, parce que c'est eux qui la conduisent, et de tenter de comprendre aussi la pluralité des interprétations qui construisent finalement, qui constituent cette activité professionnelle, et parce que j'endosse une perspective interactionniste, de comprendre tous ces processus d'ajustement,
de négociation, voire de confrontation, qui fait en sorte que leur activité se régule, qui fait en sorte qu'au quotidien, ils vont se coordonner les uns avec les autres. Ces postulats théoriques et épistémologiques me conduisent tout droit à l'entretien collectif parce que pour comprendre ces différentes interprétations, ces différents processus de négociation, eh bien, l'entretien collectif est vraiment idéal. Alors, comme le disent Denzen et Lincoln, sur le plan épistémologique, j'y vais avec deux cas très contrastés pour l'exercice d'aujourd'hui. Il y a des positions différentes. Hein? On peut voir l'entretien, là, si on est un peu plus positiviste, comme on peut le concevoir comme un moment où on va poser des questions préétablies. On va essayer, j'aime bien ce mot-là qui nous vient de Oakley, on va essayer d'avoir une recherche hygiénique, c'est-à-dire neutre, objective, etc., qui va nous donner accès à une réalité explicitée par les participants et du coup, on conçoit ces participants comme des informateurs. Alors, pour moi et d'autres auteurs, il s'agit là plus d'une stratégie rhétorique que je vois moins souvent parce que je pense qu'en qualitatif, on est rendu ailleurs maintenant. Alors, je conçois plutôt l'entretien collectif vraiment comme un événement interactionnel où il y a des influences mutuelles. C'est une construction conjointe et en cela ça fait écho au groupe d'analyse évoqué par Claudine dans cette perspective parce que c'est vraiment l'intersubjectivité qui permet d'approfondir les récits de pratiques livrés par les professionnels et chacun va coopérer dans cette perspective. Et de mon côté, ce que je mets sur la table, je dirais, c'est pas mon éclairage de l'objet en tant que tel, c'est plutôt mon expertise méthodologique. C'est moi qui va proposer une démarche qui va tenter d'être profitable autant pour la recherche que pour la pratique. Donc, qui va avoir des souhaits de développement professionnel si c'est quelque chose qui semble pertinent pour les participants. Et mon rôle est de favoriser les échanges, de m'assurer que tout le monde parle. Je vais pas faire d'input théorique dans les échanges autour des pratiques, mais vraiment, je soutiens la narration et la co-explicitation des pratiques. Pour encore préciser ma conception de l'entretien, et c'est important, vous allez le voir par rapport à ma manière de les analyser, c'est que je les conçois comme des conversations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on dit conversation, tout de suite, on se voit dans un salon, par exemple, à discuter assez librement avec des gens. Donc, il y a un certain principe d'égalité dans la prise de parole. On choisit l'immédiateté. On pense aussi à des propos peu programmés. Donc, le canevas d'entretien avec toutes les questions prévues par avance est écarté. Donc, moi, je laisse beaucoup de marge de manœuvre aux participants qui vont aller vers ce qui les intéresse au regard de l'objet de préoccupation mutuelle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, je m'intéresse au sens de la pratique des professionnels avec lesquels je travaille. Alors, je ne veux pas, par mes questions, formater ce sens. Donc, si j'injecte des thématiques de temps à autre, globalement, je les suis. Hein. C'est un peu mon boulot, un peu comme s'il y avait des pistes par terre et que je les suivais sur ces pistes. Et donc, cette ouverture de l'entretien que je conduis donne place à toutes sortes de processus de négociation, ce qui fait que je ne recherche pas nécessairement de consensus. Et même, je dirais, du point de vue de l'analyse, souvent, quand il y a des débats d'idées, eh bien, c'est là où c'est vraiment intéressant.
Alors, justement, du point de vue de l'analyse, ça veut dire que il y a souvent on me dit ben finalement c'est une construction qui se passe là, donc ça s'appuie sur rien de concret. Et moi je prétends que ce n'est pas le cas. Ça s'appuie sur l'histoire du groupe professionnel, sur l'histoire de chacun des membres et de leur expérience de la pratique en cause. Donc il s'appuie sur cette expérience et cette histoire. Et ce qui est peut-être le plus important dans ma manière d'analyser ces entretiens, les transcriptions qui en résultent, c'est que je considère toujours que le sens qui est produit lors des entretiens est indissociable de la manière dont il est produit. Donc, je me dois de prendre en compte la dynamique interactionnelle. Et ici, je vais faire un petit aparté. Je me souviens de ce moment pendant ma thèse. Ça faisait des mois que je tentais d'analyser les entretiens de groupe que j'avais conduits et je suis allée voir mon directeur de thèse. Je lui dis c'est pas bon ce que je fais, j'ai envie de tout jeter aux poubelles. Et il me dit pourquoi? Il dit j'ai lu ce que tu m'as envoyé, c'est très bien. Je dis non, mais ça ne reflète pas ce qui s'est passé lors des entretiens. Et là, il me demande ce que je voulais dire. Ben, j'ai dit, quand je regarde ce qui est écrit, c'est comme à plat, mais c'est pas ça qui s'est passé. On a discuté, on a argumenté, on s'est obstiné. Il y en a même qui se sont fâchés pendant les entretiens. Donc, je perds tout le relief. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et c'est là où je suis repartie avec mes transcriptions pendant plusieurs mois et je me suis auto-formée à une sensibilité pour l'interactivité, pour ce relief qui donnait sens à ce qui a été construit pendant les entretiens de groupe. Et c'est de ça dont je veux vous rendre compte tout bientôt. Alors, juste pour vous dire, je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais pour moi, l'entretien collectif, quand on veut rentrer dans la complexité d'un objet, c'est vraiment ce qui est de plus intéressant. C'est là notamment où les enjeux et la tension, les enjeux et les tensions de l'activité professionnelle ressortent en raison de cette intersubjectivité, parce que l'entretien va permettre, va servir, je dirais, de lieu aussi d'objectivation de la pratique. Et comme moi, je m'intéresse aux cultures professionnelles et donc à des aspects très tacites, je dirais non pas inconscients peut-être pour me distinguer de ma collègue, mais à des aspects très tacites de ces cultures professionnelles qui sont aussi très importantes, eh bien, l'entretien collectif est vraiment idéal parce que quand on fait un entretien individuel, il est difficile même avec toutes sortes de leviers méthodologiques, d'amener la personne à jeter une lumière sur des aspects tacites, alors que c'est beaucoup plus facile lors d'un entretien individuel. Donc, pour vraiment illustrer toute cette préparation théorique, épistémologique et méthodologique, je vous montre un peu justement ce que j'ai fait quand j'ai dit à mon directeur, il faut que je trouve une manière de prendre en compte toute cette interaction qu'il y a eu au cœur de l'entretien collectif. Et là, je suis partie avec mes transcriptions et par induction analytique, j'ai défini ce que j'ai appelé le modèle des 3 zones de savoir. Alors, je reprends un peu quelques détails. Alors, j'ai travaillé avec 6 enseignantes du primaire, volontaires d'un même établissement. Et l'idée pour moi, à cette époque, c'était de comprendre ce qui, de leur point de vue, était ou constituait une pratique d'évaluation formative des apprentissages. Donc, globalement, l'idée d'évaluer pour aider les élèves à apprendre. Et mon autre objectif, celui-là plus méthodologique, était de produire des résultats qui étaient doublement vraisemblants. L'idée de double vraisemblance nous venant d'un sociologue, François Dubay, qui propose que nos démarches d'investigation soient jugées
pertinente et légitime autant pour la communauté professionnelle que la communauté scientifique. La démarche que j'ai suivie est celle-ci. J'ai produit 3 vidéos dans chacune des classes des enseignants et je leur remettais la vidéo ensuite et je leur donnais une semaine là pour la regarder. Il y avait à peu près 3 heures de vidéoscopie et je leur demandais, le cas échéant, de sélectionner ce qui constitue pour elles des épisodes d'évaluation formative. Une semaine plus tard, je les voyais en entretien individuel et elles m'amenaient sur la bande aux endroits où elles avaient identifié des cas d'évaluation formative. Et là, par toutes sortes de techniques d'entretien d'explicitation, j'aidais à décortiquer l'action, à voir qu'est-ce qui se passait, les circonstances de l'action, etc. Donc, il y avait déjà une co-analyse lors de mais une co-analyse entre elle et moi. Pour le dire, je pourrais évoquer Tochon qui parle d'un protocole de rétroaction vidéo qui s'appelle Réflexion partagée. C'était ce type de protocole que j'ai emprunté. Ensuite, il y a eu, pas ensuite, mais entre les bandes vidéo et entre les entretiens individuels, il y avait des entretiens collectifs. Il y en a eu 5. Les enseignantes montraient certaines séquences. Parfois non, mais souvent elles montraient certaines séquences de leur pratique, ce qui constituait des cas d'évaluation formative. Et donc, un peu comme Claudine le dit tout à l'heure, l'idée c'était que chacune pose des questions à la personne qui présente pour mieux comprendre, pour faire expliciter, etc. Puis souvent, il y avait des débats d'idées autour de ces cas. Encore une fois, moi, j'étais là pour soutenir tout ça d'un point de vue méthodologique. Là, je vais vous parler de la manière d'analyser ces transcriptions d'entretien collectif. Donc, 5 fois 3 heures de transcription, ça faisait déjà pas mal de pages. Et avant d'aller voir mon directeur de thèse, ce que j'avais fait, c'était un premier mouvement analytique, là, une thématisation relativement, je dirais pas facile, mais c'est relativement simple. Donc, dans les transcriptions, de quoi parle-t-on? Et je me suis aperçue que dans leur manière de faire l'évaluation formative, il y avait soit des manières de juger des apprentissages réalisés, des forces, des faiblesses des élèves, soit des manières d'intervenir pour soutenir leurs apprentissages. Alors, c'était comme 2 grandes catégories de manières de faire. Et dans chacune de ces grandes catégories, il y avait des sous-catégories. Ici, je donne un exemple. Ma thématisation m'a permis de comprendre, par exemple, qu'il y avait 6 sous-catégories de manière de soutenir les apprentissages des élèves, par exemple, en suscitant leur réflexion. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne, c'est-à-dire qu'il s'est dessiné une sorte d'arbre thématique tout au long de ce processus de thématisation. Sur l'autre diapo, je vous montre aussi que susciter la réflexion, c'est aussi scindé en différentes manières de faire. Par exemple, le questionnement continu, par exemple, l'idée de laisser les élèves s'engager dans des impasses, par exemple, déstabiliser pour susciter l'engagement des élèves, etc., etc. Mais c'est cette thématisation qui m'a laissée si insatisfaite parce que elles n'ont pas juste dit « moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça ». Donc, cette thématisation s'est révélée très insatisfaisante parce qu'elle était sans relief et ne faisait pas écho à l'expérience que j'avais eue de ces entretiens. D'où ce deuxième mouvement analytique. Alors, j'ai pratiqué une analyse de conversation. Une analyse de conversation que j'ai, je dirais, développée moi-même en me sensibilisant, en relisant maintes et maintes fois mes transcriptions pour développer une sensibilité à l'interaction. Et donc, pour chacune de ces manières, par exemple, de susciter la réflexion, j'ai examiné parfois ça courait sur 2-3 pages de transcription, qu'est-ce qui se passait dans le groupe d'enseignantes à ce moment-là.
Et je suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait des processus de reconnaissance mutuelle. Par exemple, sur l'idée de laisser les élèves s'engager dans des impasses, il y a des enseignantes qui disent, ah ben oui, on fait ça, on fait tout ça, etc. Donc, il y avait des manières de faire que j'ai appelées partagées, pardon. Il y avait d'autres manières de faire qui étaient spécifiques à une enseignante, mais les autres, membres du même groupe professionnel, trouvaient que c'était des manières de faire légitimes, intéressantes, inspirantes. J'ai appelé ça des manières de faire admises. Enfin, certaines manières de faire ont fait réagir les autres enseignants. Ils n'étaient pas d'accord. Ce n'était pas de l'évaluation formative pour eux, donc des manières de faire contester. Ici, je vais pas vous lire les transcriptions, mais c'était pour vous montrer ici des processus de reconnaissance mutuelle. Sur la diapo suivante, vous montrez comment j'avais repéré cette zone admise, donc des pairs qui reconnaissent que la pratique est très pertinente et légitime. Et de toute façon, j'ai écrit abondamment avec des extraits pour ceux et celles qui seraient intéressés. Et sur la diapo suivante, comment j'ai identifié cette zone contestée, donc les accords vraiment persistants, les débats d'idées. Alors, cette manière m'a permis de proposer des contributions aux communautés scientifiques comme professionnelles. Et pour ce faire, il a fallu que je me pose la question, mais quel sens je dois donner à ces trois zones de savoir, les pratiques partagées, admises et contestées. Et donc, à travers cette discussion argumentée entre les enseignantes, j'ai pu appréhender ces savoirs qui, je le rappelle, sont conçus comme des ressources mobilisées en interaction, qui sont constamment négociées au sein de leur écologie professionnelle. Donc, par exemple, diapo suivante, la zone partagée, quelle contribution en recherche, quelle contribution en formation? Alors, la zone partagée, je l'ai conceptualisée, théorisée comme étant les conventions de leur culture professionnelle. Alors, c'est vraiment le fonds de commerce, les pratiques routinières, les manières d'interagir routinières qui vont se manifester de toutes sortes de façons dans le choix des outils de travail, les procédures à suivre, la manière d'interagir, comme je l'ai dit, etc., etc. C'est vraiment leur savoir-y-faire du quotidien vu d'une manière pragmatique, un savoir commun qui facilite, dans mon cas, que l'enseignement soit fait au quotidien et que, dans ce cas spécifique, les pratiques d'évaluation soient, il y avait vraiment beaucoup de manières de faire communes à l'égard des pratiques d'évaluation, donc des manières de faire quasi quotidiennes dans la perspective de l'évaluation formative. Alors, c'est le fonds de commerce. En formation, c'est très intéressant d'identifier ces savoirs communs parce que ils permettent de travailler des éléments en formation initiale. Souvent, à l'université, on montre les normes, on montre le curriculum, on montre tout ce qui est officiel, mais on ne montre pas ce qui relève de la culture professionnelle qui est tout aussi important pour se conduire de manière compétente dans l'écologie professionnelle à laquelle on va s'intégrer éventuellement. Donc, ça peut être très intéressant à identifier en formation initiale. J'ai aussi trouvé beaucoup d'intérêt en formation continue des enseignants de travailler avec ce que j'ai trouvé dans cette zone parce que c'est comme tout le monde adhère à ces pratiques, on peut travailler la cohésion, la mission commune et ce qui est intéressant, c'est dans le fond, elle est porteuse d'identité professionnelle, cette zone-là, parce que les enseignantes, quand elles m'ont dit voyez-vous, nous, on les connaît, nos élèves, on n'a pas besoin d'évaluer. Donc, elles voyaient leur rôle comme étant de faire de l'évaluation formative en continu en classe. La zone admise en recherche, elle est vraiment intéressante parce que c'est elle qui m'a permis de proposer des pratiques innovantes à l'égard de l'évaluation formative. Becker dirait des pratiques de franc-tireur.
Donc, c'est des pratiques qui se distinguent, mais qui restent en phase avec la culture de travail, avec les enjeux, les valeurs du travail, parce qu'elles sont reconnues comme légitimes par des pairs. Donc, ça renseigne le savoir singulier de certaines personnes et surtout, ça nous donne à voir leurs principes d'action, hein, parce que les professionnels théorisent leur action, ils ont ces théories en usage et j'ai pu en identifier plusieurs de cette manière. En formation, ces personnes, puisqu'elles sont reconnues comme intéressantes et légitimes, elles peuvent devenir des leaders quand on a des projets d'amélioration ou d'innovation de pratique. Donc, ils sont très intéressants à identifier. Mais en formation continue, je m'en suis surtout servi pour questionner les habitudes de travail. Par exemple, les enseignants, quand ils ont parlé du questionnement continu, elles se sont vraiment aperçues que finalement, quand elles attendent pas suffisamment que les élèves répondent à leurs questions, elles vont répondre à leur place. Et du coup, les élèves ont pris l'habitude d'être passifs parce qu'ils savent que éventuellement l'enseignant va donner la réponse attendue. Donc, elles ont développé une réflexion critique quand j'ai travaillé cette zone admise avec elles. Finalement, la zone contestée en recherche, vraiment la zone la plus intéressante parce que les pratiques qui sont jugées non recevables parmi des pairs, qui sont pas en accord, là, les pratiques sont pas en accord avec les valeurs partagées, font vraiment ressortir les tensions et les enjeux. On rentre dans la complexité de la pratique professionnelle et on voit bien comment, justement, avec les contraintes de la pratique, ces personnes développent une espèce de savoir s'accommoder, c'est-à-dire, comme le dirait Giddens, une manière de transformer leurs contraintes en ressources pour pouvoir agir. Et en formation, ces accords pragmatiques, c'est un concept qui en parle d'une façon pertinente, je crois, va permettre à des pairs d'interroger certains de savoir-faire développés par des collègues pour peut-être identifier des alternatives qui vont répondre aux enjeux en cause. Donc, il y a eu beaucoup de partage de stratégies, c'est très intéressant. Et cette zone-là aussi permet donc d'alimenter une réflexivité critique parce que comme il y a des débats d'idées autour de ces savoirs s'accommoder ou ces accords pragmatiques, eh bien, on peut même, et j'ai assisté à ça, on peut même c'est comme si le cas qui est narré déborde, si on veut, du groupe. On en vient parfois à poser un regard critique sur l'école, sur le système scolaire. Il y a une remise en question des valeurs, notamment sur l'évaluation. Il y a été question beaucoup de cette obsession de l'évaluation. On passe notre temps à évaluer les élèves plutôt qu'à leur proposer des situations pour apprendre des choses. Alors, pour le dire très rapidement, à la communauté scientifique, ce modèle des 3 zones est devenu autre chose, c'est-à-dire qu'il sert souvent de cadre théorique. Parfois, il sert de cadre méthodologique pour l'analyse. Donc, les gens, les collègues et des étudiants en cycle supérieur s'en ont emparé de différentes manières et c'est très intéressant pour moi. Et pour la communauté professionnelle, ce que j'aurais beaucoup de choses à dire, peut-être partager un legs imprévu. L'équipe d'enseignantes m'ont fait un beau cadeau à la suite de cette rencontre. Ils ont dit, à la suite de notre démarche, ils ont dit à leur direction d'établissement qu'ils n'avaient plus besoin de moi, c'est-à-dire qu'ils avaient maintenant une démarche pour analyser des situations de pratique entre elles et ils ont demandé à avoir un temps libéré pour justement conduire des réflexions autour de leur manière de faire sur d'autres sujets. Mais le fait qu'ils se soient émancipés de moi, c'est comme si la démarche a dépassé mes attentes finalement. Je termine sur les défis d'animation. Conduire un entretien de groupe, c'est beaucoup plus difficile qu'un entretien individuel parce que parfois le propos déborde, va assez loin. Mais surtout quand on conçoit l'entretien de groupe comme une conversation et qu'on laisse beaucoup de marge de manœuvre aux participants. Mais
ça vaut quand même la peine, je dirais. Et donc, il faut s'habituer, être capable de canaliser sans brusquer les gens, s'assurer que tout le monde participe. Aussi, ce qui est un enjeu très, très important, c'est le capital symbolique du chercheur, de la chercheuse. Moi, jamais que je fais des apports théoriques parce que du coup, je vais installer une sorte de perspective normative et les participants vont finir par me dire ce qu'ils pensent qui est recevable ou vont se mettre à réfléchir en écho avec ces apports théoriques. Et moi, comme je m'intéresse au sens de la pratique pour eux, c'est ce que je veux pas. Il faut aussi travailler un climat de compréhension mutuelle. Ça m'est arrivé, par exemple, que une personne dont la pratique a été contestée a cessé d'intervenir complètement lors de l'entretien. Donc, j'ai appris à travailler avec les années à ce climat. Aussi, vraiment, là, ça, c'est peut-être le plus important, c'est de proposer lors de l'entretien des thématiques ouvertes et de s'adapter, de suivre, comme je l'ai dit, les enseignants ou les professionnels. Donc, de maîtriser tellement son canevas d'entretien qu'on n'a pas besoin tellement d'y référer. On sait ce dont parlent les gens et au besoin, on injecte des questions, peut-être vers la fin de la démarche aussi. Donc, moi, c'est ma manière de les conduire. Et je dirais, j'aime beaucoup dire ça, c'est que je pense que pour conduire un entretien de groupe, il faut être un bon pêcheur ou une bonne pêcheuse. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs de doré en particulier. Quand on pêche le doré avec un verre, il faut laisser, quand ça mord, de la ligne. Au lieu de tirer sur la canne à pêche, il faut donner de la ligne pour que le poisson avale l'hameçon qui est tout petit, qui est caché dans le verre de terre. Et donc, on donne de la ligne et éventuellement, on peut ramener le poisson. Alors, c'est comme ça que je pratique l'entretien de groupe. Je donne la ligne aux participants, ce qui veut dire parfois que je peux être 5 minutes en me disant, mais pourquoi il parle de ça? En quoi c'est lié à ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse? Et, éventuellement, je vois les liens qu'ils font, mais si j'étais intervenue trop rapidement, j'aurais perdu la fécondité de ce qu'ils avaient à dire. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui.